Alors à 3, on est d'accord? Ouais. 1, 2... 2, 3. Ah non, je suis pas dans la caméra. Ah merde. Il faut que je me mette dans la caméra, je me mettais vers toi, excuse-moi. Putain, oui. Moi aussi, il faut que je le fasse. Devant la caméra, bah oui. Devant la caméra. À 3. 1, 2, 3. J'étais plus vite. 1, 1, 2, 3. Bonjour Thibaut. Salut Dylan. Ça fait plaisir de t'avoir. On va, dans ce podcast, tu sais qu'on travaille les analyses réflexives, donc on a des partages d'étudiants, des partages d'enseignants, mais aussi de professionnels, et aujourd'hui c'est ton tour. Bah écoute, je te remercie du moins de me faire parler un petit peu pendant cette heure qu'on a ensemble. Effectivement, parcours portfolio, moi j'ai, entre guillemets, peut-être un parcours un peu différent d'un étudiant, on va dire lambda, puisque j'avais toujours une petite envie dans un coin de ma tête un jour de lancer ma société, et donc j'ai décidé de le faire en sortie d'études. Voilà. Alors, là, tu amènes directement ton parcours d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Si on doit rentrer dans le vif du sujet, tu as dit que tu avais une petite voix qui t'a dit de te lancer là-dedans. Quand exactement? Est-ce que tu peux nous représenter très brièvement ton parcours pour savoir qui tu es? Alors, donc je m'appelle Thibaut, j'ai fait un cursus lycée en filière scientifique, ce qui n'existe plus. Et donc en sortie d'études, je savais pas trop quoi faire, parce qu'on a une véritable méconnaissance de tous les métiers qui peuvent exister dans le monde, et je savais pas quoi faire. Je me suis dit, allez, dans quoi je me lance? Et il y avait un domaine qui me plaisait un peu, qui était le côté mécanique. Donc j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Dijon, et j'avais toujours une petite idée quand même d'un jour faire une école d'ingénieur, pour le côté être ingénieur, le statut du métier qui m'intéressait vraiment. Et en fait, ce métier-là d'ingénieur, je voulais le concrétiser à l'UTBM, parce que j'avais eu quelques affinités avec cette école, sur leur fonctionnement, sur une filière aussi qui m'intéressait pas mal, qui était la filière ergonomie et mécanique. Donc ajouter on va dire une notion de prendre en compte l'homme avec un grand H dans tout ce qu'on pouvait faire dans la vie de tous les jours. Donc le côté ingénieur me plaisait bien dans cette école. Et donc après mon DUT, j'ai intégré cette école. Dans cette école, j'ai eu une vraie révélation, c'est quand j'étais en stage de mi-cursus. J'ai rencontré un mec qui était un véritable manager dans une entreprise, qui savait vraiment gérer ses équipes, piloter entre guillemets son entreprise en tant que chef de production. C'est pour ça que tu dis véritable manager? Ouais. Et c'est vrai que ce mec m'a ouvert pas mal de portes. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien, on va dire, manager une équipe, ce que j'ai pu concrétiser dans mes études à l'UTBM, mais aussi peut-être manager une équipe plus tard dans, on va dire, un travail entrepreneurial. Et en fait, ce que je faisais dans ce stage-là, c'était l'implantation de postes de travail ergonomiques, ce qui en fait est mon métier aujourd'hui, puisque je me suis dit, j'aimerais bien être à un bureau d'études qui fait de l'implantation de postes de travail ergonomiques. Donc on pourrait dire qu'actuellement tu es ingénieur ergonome ou ingénieur en ergonomie. Ça. Okay. Je me présente généralement comme ça, ingénieur ergonome, c'est exactement ça. Et alors là, j'ai envie de rentrer directement dans une question. Tu as fait un DUT génie mécanique productique, mais au final, tu te dis que tu t'intéressais, entre guillemets, à l'humain, et si j'ai bien compris, tu t'intéresses à l'humain via l'ergonomie. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en génie mécanique productique, la question de l'humain, on n'a pas trop l'occasion de l'étudier. Et non. Et alors, c'est pourquoi... Quel est le lien? Pourquoi avoir commencé en GMB pour ensuite avoir eu cette révélation? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire pour GMP? Alors, on n'a pas la notion effectivement de l'humain dans le GMP, entre guillemets, dans le sens où on la travaille après et qu'on a pu la travailler à l'UTBM, qu'on a pu la travailler dans l'entreprise. C'est un peu pour ça que je milite aussi dans les IUT, où je donne quelques cours en tant que vacataire pour pouvoir amener cette notion ergonomie, moins cette sensibilité ergonomie et prise en compte du facteur humain. Après, qu'est-ce qui m'a fait basculer? C'est vraiment cette affinité que j'ai. Ça me titillait un peu en disant, mais en fait, quand on vient faire un truc, un produit ou quelque chose, finalement, c'est qu'il y aura forcément une application humaine derrière, c'est-à-dire que quelqu'un va forcément utiliser ce qu'on fait. Sinon, personne n'achèterait ce qu'on va faire. Et donc, moi, je suis un petit peu dans cet esprit-là, de me dire, quand j'achète un truc, j'aime bien qu'il fasse exactement ce que je veux. Donc, c'est un peu le facteur humain que j'attends, c'est que j'aimerais bien concevoir des trucs où tout est ficelé, tout est pensé,
pour que la personne qui va l'avoir pourra bien l'exploiter et dise pas mais c'est qui cet abruti d'ingénieur qui a fait ça mal, comme je peux des fois le dire. Donc ce qui est très intéressant, c'est que toi tu penses tes créations comme vraiment des outils devant être utilisés par l'être humain. Ouais, exactement. Donc il y a cette notion d'adaptation de la chose à l'humain, ou plutôt l'environnement humain dans lequel il s'en sert. Et là, j'ai une autre question qui me vient. On arrive en fait au processus de création d'entreprise. Tu t'es rendu compte, tu as une révélation, tu te dis, ok, l'ergonomie, l'humain, c'est quelque chose qui m'intéresse malgré tout. Alors pourquoi partir dans la création d'entreprise? Parce que on peut travailler dans l'humain de bien des façons. Tu as évoqué l'enseignement et on aura beaucoup de à dire sur l'enseignement. Mais d'abord, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu te dises, je vais lancer ma boîte? Alors, je suis quelqu'un d'opportuniste. C'est-à-dire que je m'étais dit un jour, effectivement, je voudrais avoir mon cabinet d'études que je pourrais piloter moi-même parce que je voulais avoir cette opportunité de pouvoir entreprendre, cette Dès expérience. Le début, tu savais. Un jour, je me suis dit, ouais, je ferai un jour, je lancerai ma boîte un jour, je le ferai. Comment, je savais pas trop. Et en fait, ce qui m'a, quand j'étais à l'UTBM, je me suis dit, mais ok, je vais peut-être me lancer, mais quand j'aurai un peu d'expérience, parce qu'il faut quand même se lancer quand on a un peu acquis un certain bagage. Donc je le ferai dans peut-être 10-15 ans. Mm-hmm. Et avec le recul, je me suis dit, non, je le ferai pas dans 10-15 ans. Parce que dans 10-15 ans, ce qui va se passer, c'est que j'aurai peut-être un crédit, de maison, une femme, des enfants, un chien, une voiture. Un chien, une voiture, une piscine et le repas du dimanche en famille. La vie de rêve. La vie de... Voilà, peut-être pas la vie de rêve, je sais pas. C'est la vie qu'on peut peut-être prétendre, effectivement, quand on arrive à du 35 ans, quoi. Mm. Et donc, des engagements, en fait. Mm-hmm. Et ces engagements-là, je pouvais pas me dire, je vais me lancer à mon compte dans l'entrepreneuriat, quand finalement, je devrais avoir des engagements. Oui. Avec un cercle familial et tout ce qui s'ensuit. Donc si je comprends bien, en fait, la vie d'entrepreneur nécessite d'accepter un certain chaos, d'avoir le courage de faire face à ce chaos, mais aussi d'avoir, entre guillemets, un environnement qui le permette. Et là, tu es en train de dire qu'avec des engagements, des obligations d'ordre familial, sentimental ou autre, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. Ok. Et, pardon, vas-y. Ça, je l'ai rencontré vraiment dans les parcours entrepreneurs de gens qui ont entrepris assez tôt. Et c'est ce que je dis dans l'entrepreneuriat, quand on se lance en sortie d'études, on a un niveau de vie d'étudiant, d'un point de vue financier, et on a un niveau de vie en tant qu'affiché d'entreprise au début, qui est un niveau de vie d'étudiant. Mm-hmm. Donc ça, c'est la passerelle est facile. Parce qu'on connaît la galère. Et quand on arrive à plus âgé, le niveau de vie qui est peut-être une personne qui peut avoir 35 ans, 40 ans, 50 ans, et à un certain niveau, à un certain stade, on a acquis un certain confort de vie, sans parler même d'engagement. Alors, bien qu'il y en ait, évidemment. Mais se lancer en entrepreneuriat, ça peut être de dire, finalement, je pars à l'aventure et je ne pourrai pas forcément assumer ça tout seul. Il y aura financièrement quelqu'un qui devra assumer ça de mon côté. Donc, pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon, ça peut amener des tensions dans les couples, dans les familles, ou des difficultés, et qui font que le projet finit par capoter. Et ça, tu avais tout ça en tête quand tu t'es lancé dedans? Franchement, je me suis dit... Alors, sur le fait que je le ferai pas à 35 ans parce que j'aurai mon confort de vie, oui. Sur le fait qu'à 50 ans ou un peu plus, il faut que l'autre personne assume financièrement le cercle familial et tout ça, je l'avais pas à l'époque. Ça, je l'avais pas. Je l'ai compris plus tard puisqu'il y a eu on a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qu'on a pu croiser. Ouais. En France, il y a un truc génial quand tu as déjà travaillé quelque chose en entrepreneuriat, c'est le fait que le chômage puisse financer ton salaire. Donc pendant une certaine partie en fait. Donc ça c'est un outil surpuissant qu'on a en France dans le sens où... Ça te laisse le temps d'entreprendre. Ça te laisse le temps de favoriser la totalité de ton entreprise et toi... De pouvoir manger. T'es déjà favorisé par le biais du chômage. Ouais. Là où beaucoup d'entreprises sont fermées pour la simple et bonne raison que une fois qu'elles ont... Leurs droits chômage sont arrivés à terme, ce qui se passe c'est que elles ne pouvaient plus assumer financièrement parlant leur statut de salarié. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'entreprise ferme parce qu'ils ne peuvent pas se payer, parce qu'ils ne peuvent pas manger. Ouais. Ça, c'est le gros, on va dire, point négatif de cette force qui est le fait que le chômage puisse financer une partie des salaires. Ça impose un délai.
C'est-à-dire qu'on a tant de temps, s'il y a tant d'années de droit de chômage, il faut avoir atteint une stabilité financière. Exactement. Si le droit chômage nous dit, je sais pas, on a 1000 balles par mois pendant 2 ans, et ben, il faut se dire qu'à la fin de ces 2 ans, on doit pouvoir se sortir 1000 balles de salaire minimum. Si c'est 1000 balles notre niveau de vie. Oui. Voilà. Et là, ce qui est très intéressant, d'abord d'un point que j'avais déjà discuté avec des étudiants en cours, c'est l'impact du confort. C'est que parfois, pour réaliser sa quête de sens, il faut avoir un certain courage, et ce courage peut se manifester dans l'abandon ou le renoncement à un certain confort. Mais toi, tu te dis, t'es malin, t'arrives à te dire, autant commencer quand on est étudiant, vu qu'on a un confort de vie assez limité, pour la plupart des cas. Et ça, c'est malin, j'y avais pas du tout pensé. Donc on pourrait inciter en fait n'importe quel jeune, à partir du moment où il a envie, parce que là, ce que tu dis, toi, c'est qu'au-delà de la partie confort de vie, c'est que tu as quelque chose au fond de toi qui t'a dit il faut que je fasse ça, il faut que je me lance là-dedans. Exactement. Et peut-être que finalement on peut avoir cet esprit de j'ai des galères au début, peut-être que je vais entreprendre, je sais pas, ma vie, voilà, peut-être que j'aurai peut-être 10 ans d'entreprise, là on en est à 7 années. Peut-être qu'en 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, on dira on en a un peu marre de notre confort de vie actuel parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a plein de choses, et là on prendra la voie du salariat parce qu'on a envie d'avoir un confort de vie, un train-train quotidien, peut-être, je sais pas. Et donc le plus important, si je résume, c'est d'abord suivre sa quête de sens. C'est ta quête de sens qui te dit fais ça, pars dans le chaos, pars dans un horizon, dans un brouillard extrêmement flou. À partir du moment où ça vient du cœur, tu y vas. Et si à l'inverse, trouve de la paix, trouve de la tranquillité, trouve un ordre bien rangé, c'est ok. Ça tient, et c'est aussi ce que j'essaie de dire aux étudiants. Alors si on rentre maintenant dans ton projet d'entreprise, tu avais quel âge quand tu l'as lancé? Alors j'avais 22 ans. Et là, que j'ai commencé à travailler, excuse-moi, quand j'ai commencé à travailler ce projet à 22 ans, je l'avais en tête depuis quelques années avant, mais voilà. Aujourd'hui j'ai 29 ans, 30 ans cette année. Oui. Cette année d'entreprise. Voilà, donc tu as commencé à 22 ans. Alors vas-y, parle-nous, présente-nous Ergobriand. Alors présenter la société. C'est compliqué de présenter notre société. Parce que, comme je t'expliquais, on fait de l'ergonomie, de l'amélioration de conditions de travail. Les gens qui travaillent à la chaîne 8 heures par jour, 200 jours par an, peut-être 42, 45 ans de leur vie, peuvent à force de faire les mêmes mouvements, les mêmes efforts, avoir des problématiques de santé. L'idée, c'est que nous, on est là pour cibler ces problématiques de santé et en fait proposer des actions correctives et dire non, la personne qui ramasse le carton par terre, je schématise, il se pète le dos, le carton il fait 20 kg, donc on va essayer de faire un truc pour que il n'ait plus à se baisser, puis que le carton il fasse peut-être plus 20 kg, mais peut-être que 5, parce que c'est moins dangereux pour sa santé. Ça, c'est notre objectif premier, on va dire, de la société. On a une plus-value parce que quand on a des équipements de travail qui sont conçus, fabriqués, on apporte une notion de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'un équipement qui est en cours de conception, c'est vrai que quoi de mieux que la réalité virtuelle pour le voir avant qu'il soit fabriqué. Donc on accompagne les entreprises dans ces démarches-là en leur disant on vous fait des études ergonomiques, on vous fait visualiser vos postes avant qu'ils existent. Ça, c'est le côté vraiment prolongation en fait de notre cursus qui est ingénieur en ergonomie en fait, vraiment ciblé dans l'industrie. Une société, elle est difficile à décrire dans ces autres aspects. Et ces autres aspects, en fait, c'est qu'on a d'autres activités qui sont des activités de fond. L'ergonomie, elle travaille dans l'industrie, on est en business to business, donc B2B, et donc en fait, on a une activité qui est en dents de scie. Donc, quand on a des pics, c'est plutôt bien, on a de l'argent qui rentre, on travaille. Par contre, on a des creux, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il faut qu'on trouve des activités qui peuvent permettre de combler ces trous. Okay. Donc, on a, par le biais de nos compétences aussi, puis un peu de côté un peu autodidacte, on s'est lancé dans d'autres domaines qui sont de l'impression 3D, de la fabrication de petits prototypes, qui peut mêler de l'électronique, des pièces plastiques, ce genre de choses, voire de la réparation d'éléments. Pour notre côté un petit peu bidouilleur qu'on peut avoir donc dans notre activité. Je dis je ne l'ai pas précisé aussi, mais je me suis pas lancé tout seul. C'est vrai que c'est une question qui est assez importante. On s'est lancé à 2. Donc avec un collègue qui s'appelle Léo, que j'ai rencontré à l'UTBM. Et donc voilà, on a concrétisé ce projet-là ensemble.
Ok. Donc là, tu viens de nous expliquer très brièvement la genèse d'Ergo Brillant. Tu expliques le cœur d'activité. Tu nous expliques aussi que la trésorerie a des rentrées, on va dire, pas à flux tendu, a des rentrées d'argent à flux tendu, mais plutôt que ce n'est pas lisse. Et donc, il se pose la nécessité, en termes de viabilité, de lisser tout ça. Oui. Et donc, toi, pour arriver à lisser tout ça, toi et Léo, vous avez développé des petites activités annexes. Et ma question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à ces activités. Donc, tu estimes que dans ces activités-là, vous aviez des compétences, mais est-ce qu'il y avait une affinité particulière? Aller dans ces domaines, impression 3D, électronique et tout ça. Ouais. Impression 3D, oui. Parce que, vu qu'on est ingénieur mécanicien, ergonome, en fait, on avait déjà cette notion de vouloir créer, concevoir des choses, dessiner des choses et les fabriquer. Donc ça, c'était pas un problème. Après, la partie électronique, elle a été un peu induite par un de nos clients qui nous a demandé un petit truc en électronique au début, puis après un deuxième petit truc, puis après un troisième petit truc, puis après un plus gros truc. Et en fait, on a développé un peu nos compétences là-dessus, sur la base d'éléments qu'on peut retrouver dans le parcours, on va dire, scolaire, puisqu'on va utiliser de l'Arduino, on va utiliser des cartes électroniques un peu simples, enfin un genre de choses qu'on peut retrouver dans le parcours scolaire, appliqué par contre à un domaine plutôt, on va dire, professionnel, industriel. Donc là, ça, c'était pas trop éloigné de votre cœur d'expertise? Pas trop, la partie impression 3D, pas du tout, puisqu'on en a quand même pas mal fait dans nos cursus. L'électronique, on en a fait un petit peu, mais pas tant que ça. Mais c'était pas, effectivement, voilà, on s'est pas mis à ouvrir une baraque à frites. Oui. Mais bien qu'on aime les frites. Je connais pas le business, mais je crois des baraques à frites, mais je crois il y a des gens qui ont osé se lancer et qui ont fait des trucs fantastiques. Tout partait de la passion de la frite. Mais ceci étant dit, si je reprends en fait ta stratégie, tu avais dans ton projet, enfin dans la maturation de ton projet d'entreprise à la base, tu avais un service principal en tête, et au fil du temps, dans ton cheminement, tu t'es dit, tiens, mais je pourrais aussi développer telle offre annexe, ou en tout cas secondaire, parce qu'il y a une demande. Il y a une demande, et une demande autant clientèle, effectivement, on a saisi l'opportunité de cette demande, ouais. Mais on a aussi une demande d'un point de vue trésorerie, quoi, parce qu'on a nos petits trous dans l'année, moi je peux le dire, hein, le mois d'août c'est mort, il n'y a aucune entreprise qui travaille, donc on ne travaille pas du tout au mois d'août. On a d'autres périodes qui sont un peu plus creuses. Le mois de mai, les entreprises avec les ponts sont très peu, on va dire, sollicitées. Donc ça fait que nous, de notre côté, on est aussi très peu sollicités. Enfin voilà, juillet est un peu calme. Il faut trouver des moments, on va dire, pour pouvoir, enfin des opportunités, des projets pour pouvoir combler ces moments de creux. Oui. Alors là, j'ai envie de poser la question, est-ce que dans l'objectif, quand tu veux combler ces moments de creux, est-ce que c'est un plaisir? Parce que j'ai l'impression que très souvent, quand on est entrepreneur, on a une vision, en fait, on veut faire quelque chose parce que on l'a dans les tripes. Et parfois, on se confronte au réel et on se rend compte que ce qu'on fait, ce pourquoi on est bon, ce qui nous anime, ne nous permet pas forcément de manger au départ, en tout cas. Donc, comme tu dis, on développe des stratégies annexes. Et donc, ma question, quel est ton degré d'adhésion avec ces tâches annexes? Entre aujourd'hui et au début, par exemple. Alors, je vais tourner la chose autrement. Ouais. Alors, c'est pas mon cas, mais ça peut l'être sur certains aspects de l'ergonomie. C'est-à-dire que l'ergonomie était, je vais pas dire une passion, mais un métier que j'apprécie beaucoup. Et il y a des éléments en ergonomie que je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais de faire ça avec mes clients, avec mes activités, parce que ça me saoule en fait. Donc l'ergonomie sur certains aspects peut me saouler en fait. Et finalement, le métier entre guillemets passion peut devenir finalement plus du tout une passion, tu vois. Sur l'aspect des trucs, on va dire, prototypes électroniques, tout ça, ce qui se passe, c'est que dans notre quotidien, c'est bien. Nous, on aime bien ça parce qu'en fait, ça nous change de notre quotidien. Là où l'ergonomie est assez répétitive, les trucs un petit peu qu'on vient bidouiller, qu'on vient fabriquer, qu'on vient concevoir, ça nous change notre quotidien. Donc, pour nous, c'est un vrai truc qui est un plus, même si c'est pas notre voie initiale, en fait. Voilà. Alors ça, c'est beau, ça, parce que, entre guillemets, tu as réussi à élargir le spectre. Ouais. Et d'un côté, en fait, sur la partie ergonomie, qui à force de faire toujours la même chose, nous
pas dire nous saoule un peu, mais elle devient un peu redondante. En fait, on en a en complément fait une partie qui nous sort de notre quotidien, quoi. Alors, quel est l'enseignement à retenir de tout ça? C'est juste de ce que tu viens de dire. Quelle serait, s'il y avait une leçon de vie à retenir, ça serait quoi, selon toi? Attention métier passion. On dit souvent il faut que dans ton métier futur tu aies Enfin, tu aimes ce que tu fais. Alors oui, il faut aimer ce qu'on fait, mais est-ce que de là, est-ce qu'il faut que ce soit une passion? Je sais pas, ça peut peut-être à terme venir te dégoûter complètement. Donc je dis attention métier passion. Bien que je pense qu'il y a des métiers qui ont besoin d'avoir des personnes qui sont vraiment passionnées. Je pense au cas de l'agriculture. Je pense que pour moi, un agriculteur, il a besoin d'être passionné dans son métier. Après, c'est mon scope de personne qui n'est pas agriculteur. Je me dis la même chose pour les profs. Exactement. Je suis vacataire à quelques heures par ici, par là. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire toute l'année. Alors que quand j'étais plus jeune, je me disais, mais en tant que élève, mais je serais tellement meilleur à expliquer qu'un prof. Que j'aimerais bien le devenir en fait pour changer un peu tout ça, tu vois. Ah. Bon, j'étais dans ma vision de jeune abruti de 5e. Mais... T'amènes ça. Moi, je pense que j'ai aussi eu cette prétention-là. Et... Même principe, excuse-moi, que la personne qui joue aux jeux vidéo qui se dit mais moi si je faisais un jeu vidéo il serait forcément 100 fois mieux que ce qu'on peut voir sur le marché. Ouais, pas comme ça que ça marche. Mais oui, et encore, je pense que je me suis jamais dit ça pour les jeux vidéo. Mais je me suis déjà dit ça quand j'étais, par rapport à l'exemple du prof, je me suis déjà dit ça quand j'étais au collège, au lycée. Mais je crois que je suis encore plus têtu parce que j'ai même le métier actuel que j'ai fait au début, je me suis dit, je vais le faire parce qu'ils sont vraiment incompétents. C'est vraiment quelque chose de très prétentieux. Et bon, moi, étant aussi enseignant, on va dire, je suis un peu arrivé dans le réel. J'ai toujours cette foi, mais j'ai pris un peu de recul. Et donc, vu que tu amènes directement la question de la vacation, je voulais l'aborder. Tu fais aussi de l'enseignement, c'est-à-dire que tu es chef d'entreprise, mais tu enseignes aussi, tu assures des missions d'enseignement, tu es enseignant. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à enseigner à l'IUT de Mulhouse? Alors, je suis enseignant. Je suis vacataire. Je n'aime pas trop dire que je suis enseignant parce que je me considère plus comme un industriel, entre guillemets, qu'un enseignant. Pourquoi? C'est très intéressant parce que jusqu'à preuve du contraire, tu enseignes, non? Tu exerces des missions d'enseignement. Ouais, j'exerce des missions d'enseignement, mais j'ai pas suivi spécialement de cours de pédagogie ou d'aide ou ce genre de choses pour pouvoir expliquer qu'il faut expliquer telle notion comme cela, qu'il faut travailler de telle façon en groupe, en projet pour pouvoir, acquérir telle ou telle compétence. Ça, je suis passé par... Enfin, j'ai aucun diplôme pour le faire en fait. Les enseignants-chercheurs non plus. Alors, je l'apprends, mais si on sont enseignants-chercheurs, ils sont enseignants de par leur fonction. Oui, mais pour la petite histoire, dans l'enseignement supérieur français, on dit souvent chercheur-enseignant parce qu'un enseignant-chercheur a été formé à la recherche. Son évolution de carrière est basée uniquement ou presque sur sa recherche. Pas la pédagogie. Ouais. Et donc la formation pédagogique, certains te diraient, t'as dû dispenser des TD quand tu étais thésard, donc t'en as eu une. Mais une formation à la pédagogie, une formation à l'enseignement en tant que tel, non, ils en ont pas eu pour la plupart. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, c'est assez récent, je crois que c'est 2019, tu as une obligation de formation à la pédagogie pour un nouveau enseignant-chercheur, une formation obligatoire dans toutes les universités de 32 heures, mais ça reste assez soft. Et actuellement, tu as aussi certaines formations à la pédagogie pour les doctorants. Mais tout ça, c'est relativement récent. Donc, là, ceci étant dit, toi, maintenant, qui exerces des missions d'enseignement, qu'est-ce que l'enseignement apporte à la construction de Thibaut Grant? Pour reprendre un peu la question précédente, pourquoi déjà l'enseignement, pourquoi j'ai souhaité enseigner? Je l'ai dit, je suis opportuniste et j'aime bien le côté expérience, enfin tenter des choses. Donc après, dans l'enseignement, c'était une volonté, je voulais essayer un jour peut-être de transmettre ce que je fais. Et c'est vrai que, en tant qu'industriel, et c'est là que je reviens là-dessus, je dis industriel, c'est peut-être un grand mot, plus consultant entre guillemets dans l'industrie. Moi, je suis confronté au monde de l'entreprise de par ma clientèle, et il y a un vrai gap entre ce qu'on peut voir en fait dans l'enseignement
voilà, sur les bancs de l'école, entre guillemets, et ce qu'on a en entreprise. Et c'est pour ça que je suis là aussi pour... j'essaye auprès de mes étudiants de leur ramener ce côté vraiment industrie, entreprise, comment ça fonctionne. Ce que je disais, hein, voilà, dans les projets que j'ai, des fois je revêtis la casquette du responsable qualité, des fois je revêtis la casquette du responsable sécurité. J'essaie de leur faire un panorama global, vraiment de l'entreprise, de l'industrie, pour qu'ils en aient conscience avant d'y mettre les pieds. Ok, donc là, j'ai bien compris, tu essaies de créer une passerelle entre l'école et le monde du travail. Parce je trouve qu'il y a un creux, en fait, qui n'est pas toujours présent. Alors, il y a des étudiants qui sont alternants, des étudiants qui vont en stage. C'est vrai que c'est vraiment formateur et très bien pour eux, puisque ils ont un pied dans l'entreprise, un pied dans la pédagogie, donc c'est pertinent. Mais je me dis que voilà, sur le terrain, on en apprend beaucoup plus, évidemment, que sur les bancs de l'école, bien qu'il faille des bases. Et donc, j'essaie de favoriser cette passerelle. Et alors, vas-y, je suis curieux. La première fois que tu as donné des cours, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as mis ton premier pas dans une salle de classe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le premier cours que j'ai donné, c'était pas sur l'ergonomie, ni sur la réalité virtuelle, ni sur ce qu'on fait. Le premier cours que j'ai donné à une classe d'étudiants, parce qu'on fait aussi un peu de formation, donc formation à destination de public adulte. Le premier cours que j'ai donné, c'était sur un retour d'expérience sur l'entrepreneuriat, justement. C'est par quoi il faut passer, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut consulter, comment est-ce qu'on doit construire son projet, comment est-ce qu'on doit construire son business plan, voilà, est-ce qu'on doit être justement un petit peu serré niveau financier, qu'est-ce qu'on doit aller choper comme aide et tout ça. Donc ça a été mon premier cours que j'ai pu donner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas dire que ce soit vraiment un cours, c'est plus un partage d'expérience, et au final, c'était plus une discussion que j'amène. Et moi, alors, j'ai 29 ans, et c'est vrai que vis-à-vis de mes étudiants, j'essaie de créer une relation un peu de collègue de travail, parce que, je peux dire, j'ai à peu près le même âge, même des fois, dans certaines promotions, il y a des gens qui sont même plus âgés que moi. Et donc là-dessus, j'essaie de créer un certain climat de collègues de travail qu'on peut avoir en industrie. Il y a toujours ce niveau et ce respect hiérarchique qui est présent, mais j'essaie de créer ça comme ambiance de travail et comme notion. Ok. Et justement, tu veux établir une certaine proximité. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir créer cette proximité? Pour toi, quel est l'intérêt? Je pense que c'est une façon dans l'apprentissage. Alors déjà, premièrement, c'est une façon pour moi de créer une proximité, que ça se passe bien et que ça passe plus vite pour moi. Parce que si je suis là à déblatérer un cours ou à déblatérer des choses sans interaction, sans animation, sans relationnel, autant qu'il regarde une vidéo sur YouTube, elle sera certainement bien plus animée que ce que je pourrais faire dans ce cas-là. Le deuxième cas, c'est que je me dis aussi qu'en travaillant comme ça, on peut avoir un public d'un point de vue étudiant qui est plus réceptif et qui va peut-être mieux retenir ce que je vais amener ou ce que je vais dire. Ou voilà. J'essaie aussi de ponctuer beaucoup avec des comparaisons, avec du vécu, des postes de travail industriels. Je leur donne des sujets industriels. Enfin, j'essaie vraiment de les confronter au monde industriel et de leur donner des exemples industriel. Ok. Donc c'est #balance ton industrie. Mais alors, si je comprends bien, tu viens de dire d'ailleurs, en prenant l'exemple de la vidéo YouTube, ce qui fait un cours, ou entre guillemets un bon cours, cette dimension interactive, cette interaction authentique avec le public. Et qu'est-ce qui t'anime? Parce que je sens bien quand tu en parles, je suis convaincu que tu dois t'éclater quand tu fais les TP, quand tu enseignes ici, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît? J'aime bien Alors ça, c'est plus peut-être un trip un peu personnel, c'est peut-être la candeur de l'étudiant qui apprend des choses, qui a plein de choses, puis il est tout content de nous présenter une solution, une idée ou un truc. Et puis là, entre guillemets, je casse cette candeur dans l'œuf parce qu'il a une idée peut-être qui est préconçue et en disant, non en fait. Ça, j'aime beaucoup ça en disant, non, mon industriel, il n'est pas comme ça en fait. Il n'est pas comme ça. Ah oui, donc en fait, t'es en train de dire que tu kiffes briser des rêves. C'est un peu, ouais, je dis pas que c'est briser des rêves, mais j'aime bien cet aspect, vous pensiez ça? Eh ben non, ouais. Et je suis là pour vous le dire. Donner des coups de réalité. Ouais, donner des coups de réalité, ouais. Je trouve que c'est aussi bénéfique.
Et même de donner aussi des petits trucs et des petites astuces. J'en reviens à mon stage J'ai une question dans mon parcours entrepreneurial, dans ce premier cours, qui m'a été posée, c'était... alors, quelles sont les qualités pour être ergonome ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour être ergonome ? Alors là, c'est une question qui est très difficile parce que je ne savais pas du tout quoi y répondre. Et puis, en fait, j'ai eu une petite réminiscence de la personne que j'avais croisée, le fameux manager que j'avais croisé donc, dans mon stage de mi-cursus, qui m'avait dit et qui m'avait prouvé par des situations, de façon extrêmement fluide dans la semaine qui a suivi, par des situations. Il m'a parlé d'un petit outil, une petite méthodologie de principe, en fait, d'une entreprise qui a été inventée par des Japonaises, par Toyota, je crois. Sur, il y a un problème qualité, comment on doit agir face à ce problème qualité sur une ligne de production. Et ce fameux manager-là, il m'a prouvé, dans la semaine qui a suivi, quand il m'a présenté ça, que en fait, il l'appliquait au quotidien sur tout ce qu'il faisait. Ces principes-là, qui sont très bêtes comme principes, c'est d'aller sur place, c'est d'agir tout de suite, c'est d'y aller à plusieurs, c'est d'y aller sans idée préconçue, c'est tous ces aspects-là. Et en fait, quand on les applique un à un, point par point, on gagne en efficacité de façon redoutable. Et j'ai eu énormément dans cette première semaine, là, j'ai eu énormément de problèmes qui sont posés à moi, et je les ai résolus, mais peut-être pas totalement, peut-être pas aussi rapidement qu'il le fallait. Et lui, il arrivait, il me disait, attends, on va aller sur place. Hop, on va sur place, tac, tac, tac. Et après, il dit, là, tu vois bien, là, sans idée préconçue, on se dit pas que c'est ça le problème. Tac, t'as vu là, il y a un petit truc ici. Ah, puis là, il y a un truc. Ah, puis attends, on va aller demander à telle personne qui est responsable qualité, voir ce qu'il en pense ici. Puis tac, tac, tac. Et en faisant comme ça, il résolvait des problèmes de façon incroyable. Et en fait, j'ai trouvé que ce parallèle de méthodologie par rapport à l'application qu'on pouvait en faire dans la vie de tous les jours permettait vraiment de gagner beaucoup, beaucoup de temps et d'efficacité. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre ça parce que on nous l'a jamais dit sur les bancs de l'école, alors que ça a été une révélation entre guillemets pour moi face à 5 principes tout cons, 6 exactement, qui pouvaient être les qualités de l'ergonome en fait. Voilà. Là, je vais essayer de synthétiser. Pas mal, là, mais... non, mais justement, je vais essayer de synthétiser et tu vas me reprendre si je me trompe. J'ai l'impression que ce qui ressort, l'enseignement principal, c'est que lorsqu'on a un problème à gérer, il faut prendre le temps de faire ce qu'on appelle un état des lieux le plus juste possible. Oui, le contexte. Avoir une bonne connaissance du contexte, d'avoir des éléments factuels, de vraiment avoir une définition exacte de l'environnement, etc. etc. Et que le risque, en fait, ça serait d'aller un peu vite en besogne et de partir d'un postulat que le problème c'est X, alors qu'au final, c'est Z ou Y. Et comme tu dis, aller voir, demander l'avis de machin, aller sur le terrain, c'est-à-dire dans le réel, pour essayer d'apprécier les faits factuellement, savoir ce qui se passe. Et donc, ces qualités-là, si on devait les appliquer à l'enseignement et au rôle d'enseignant, quelle passerelle tu pourrais y voir ? C'est une bonne question. Là, je réfléchis. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais après, c'est ton métier aussi. Donc, Mon métier, oui, et encore. C'est de travailler la pédagogie que pourrait représenter mon aussi. Mon métier, c'est poser des questions bêtes. C'est poser des questions bêtes. C'est une question qui est pas bête pour le coup, mais qui est très difficile à répondre. Alors, si tu veux, pour t'aider, je te propose de répondre à la même question, mais appliquée à ton métier, en tant que chef d'entreprise. Et ensuite, ce sera à l'enseignant. Non, mais je vais reprendre le cas de l'enseignant. Je dirais que, en fait, la problématique majeure, c'est que et ça, c'est le cas sur les bancs de l'école depuis qu'on est jeune, c'est qu'on nous pose un problème, on nous pose une question, et on se dit, ouais, mais ça c'est bien, ok, on apprend le truc. Un truc très bête, quand on arrive au lycée, on apprend en mathématiques les dérivés. Je sais pas si tu as dû voir ça, les dérivés. Ça te parle un peu? Très vite fait, oui. Ça sert à quoi une dérivée? Eh bien justement, j'ai arrêté les maths en 4e, 3e. Donc je me souviens en fait avoir triché, avoir fraudé pour justement rendre des DM et avoir avoir 10-12 sur ce thème-là. Mais te dire à quoi ça sert, je serais incapable de te le dire. Eh ben en dérivé, tu vois ça en maths, donc je crois que c'est en seconde, première par là. Donc en fait, tu as une courbe.
Et puis en gros, tu as une équation qui te donne la forme de la courbe. Et on te dit, calcule la dérivée à partir de l'équation. Donc tu fais un petit calcul. Et ça te permet d'avoir la tendance de la courbe. Est-ce qu'elle va monter? Est-ce qu'elle va descendre? Est-ce qu'elle va... Voilà. C'est une tendance de courbe. Et tu apprends ça en première. On a mangé toute l'année, quoi. Et c'est vrai que dans le monde de tous les jours d'aujourd'hui, il y a eu un moment, un éclair de luminescence en disant, mais comment est-ce que je peux prévoir sur une courbe, je sais pas, d'évolution de n'importe quoi? Ça peut être l'évolution de la population, ça peut être l'évolution de, je sais pas, ta trésorerie ou de ci ou de ça. Comment est-ce que mathématiquement parlant, je peux prévoir l'avenir? Et je dis une dérivée. Et ça, je me dis, mais quand j'étais au lycée, jamais j'ai eu le parallèle entre, finalement, mathématiquement, on peut prévoir l'avenir, en fait, par des dérivés. Alors, c'est mathématique, encore une fois, c'est un monde idéal, ça prend pas en compte plein de choses, mais finalement, ça a été une vraie révélation en me disant, mais il manque un parallèle entre le monde de tous les jours et ce qu'on peut voir à l'école. Ça a été dans d'autres aspects, dans d'autres matières, pareil. On a d'autres notions qu'on a pu apprendre, mais qu'on ne fait pas le parallèle avec le monde de tous les jours. Et je pense que c'est peut-être la passerelle qui est l'outil qui est peut-être le plus important pour l'enseignant, c'est de réussir à transmettre en fait des brides ou des éléments du monde de tous les jours ou du monde professionnel dans ses cours, dans ses applications, dans ses TD, dans ses TP, pour qu'on puisse s'y préparer. Bien que quand on pose des problématiques, des problèmes en collège par exemple, au niveau collège, on pose un problème en maths, souvent les problèmes, les élèves ils détestent ça, les problèmes, on ne sait jamais comment les résoudre, alors que c'est des applications de la vie de tous les jours. Et si on ne sait pas résoudre un problème dès le collège, alors que c'est des applications de la vie de tous les jours, finalement la question à se poser c'est peut-être l'apprentissage avant de poser le problème, c'est comment est-ce que je peux faire ce pareil avec la vie de tous les jours? C'est souvent comme ça que c'est difficile en fait. Et je pense que c'est vraiment cette notion-là qui a travaillé. Enfin, je sais pas quel est ton avis, mais... moi, spontanément, j'ai envie de dire que je suis très content. Tu m'as donné envie de m'intéresser aux dérivés. et ça, c'est pas évident. Je dirais que, franchement, je suis assez d'accord. Une règle, un principe que je m'applique moi en tant qu'enseignant, et peut-être même dans ma vie de tous les jours, c'est qu'en tant qu'enseignant, je pars du postulat que mon cours est chiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressant par nature. Et qui dit pas intéressant par nature veut dire le rendre intéressant. Et cette question d'établir des passerelles avec le réel, je la trouve très très importante. La première fois que j'ai enseigné, moi j'ai enseigné la philosophie dans un lycée. Et c'était pour moi un grand plaisir parce que je voyais pour moi la philosophie, c'est la vie de tous les jours. On baigne dedans d'une façon ou d'une autre. Et que les étudiants, les lycéens, ont une grande richesse. Moi, mon kiff en tant qu'enseignant, c'est que j'apprends plein de choses. Les étudiants m'apportent beaucoup plus que ce que moi, je pense leur apporter. Et à chaque fois, ce que j'essayais de faire en philosophie, par exemple, c'est juste de créer des passerelles. Je partais du principe que le cours, ils le savaient déjà. Ils n'avaient pas la connaissance académique, mais ils avaient plein de connaissances. L'exemple, j'en ai déjà parlé, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, tu le connais, tu le vis dedans, tu l'expérimentes dans la vie de tous les jours. Donc, il faut les aider. Moi, mon but, c'était juste les aider à conscientiser cet état de fait. Et ça, on part de la maïeutique toute bête et méchante. Et une fois qu'ils avaient atteint cet éveil, cet état de conscience, là, je pouvais se dire, cette théorie, il y a un mec avant vous qui l'a pensé, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau, et académiquement, aujourd'hui, on va vous demander de vous en souvenir. Mais j'ai vraiment cette approche-là d'essayer de donner du sens. Et on donne du sens quand on explique pourquoi, qu'on essaie d'expliquer, de répondre à la question et en quoi c'est utile. Et c'est ma grande frustration dans les mathématiques. Il y a eu la première frustration, c'était remplacer les chiffres par des lettres. Là, ça m'a perdu. J'étais réellement perdu. Et ensuite, quand j'ai toujours demandé à quoi ça peut servir, je n'ai jamais eu de réponse. Alors que je pense que les profs le prenaient comme une attaque personnelle, mais dans ces moments-là, ça aurait pu me sauver. Tu vois, prédire l'avenir. J'aurais eu des explications comme ça, poussées, avec un temps d'échange. Je pense que j'aurais été beaucoup plus engagé. Même si j'étais une vraie brêle, j'aurais pu voir un intérêt à me plonger dedans. Et là, je pense que je tiens un truc, en fait. Donner du sens. Qu'est-ce que tu pourrais voir d'autre comme principe ? C'est pas des questions faciles. Moi, après, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mes interventions. C'est vraiment de ramener le réel, le quotidien dans ce qu'on peut donner comme enseignement.
J'aime bien aussi, alors ça c'est aussi finalement une des dérivées du quotidien, hein, c'est de se dire, et je t'en ai déjà parlé, de se dire, bah voilà, t'as un problème à l'école, t'as l'habitude que le problème il est bien posé, t'as toutes les infos dans le problème pour pouvoir le résoudre, et vas-y. Et bah souvent, dans le monde de tous les jours, le problème il est mal posé et t'as pas toutes les infos pour le résoudre. Et ça j'aime bien, pour le faire avec les étudiants aussi, c'est de leur dire, bah voilà, je vous ai posé un problème, une étude ergonomique de poste, voilà, je vous ai donné quelles étaient les problématiques du poste. Bah là-dessus, faites que ce poste soit ergonomique. Et puis donc, il propose des choses, et puis comme je disais, je relève la casquette qualité ou la casquette sécurité, et je dis non, ça vous m'avez proposé ça, mais ça, non, j'en veux pas. Vous m'avez mis une palette au sol, on met pas de palette au sol toute seule. Parce que palette au sol toute seule, on la voit pas, on peut marcher dessus, on se tord la cheville et on tombe. Donc non, je veux pas de palette toute seule au sol. Ah d'accord, ok. Bon alors là, vous m'avez mis quoi? Vous m'avez mis ça? Ah bah non, ça c'est pas possible, parce que le poste précédent, il alimente ce poste-là en direct. Donc là où vous l'avez mis, votre carton, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Donc voilà, blablabla. Et ça amène un peu cette notion de contexte qu'on disait tout à l'heure, de si on n'a pas une bonne connaissance du contexte initial, on va forcément proposer des choses qui sont peut-être pas cohérentes. Donc j'essaye de les ramener un peu à cette notion. Et c'est toujours cette même phase de contextualisation, on recherche à avoir le plus d'informations possible pour comprendre son environnement, c'est ça le fil directeur. Moi j'ai envie de poser une question, vu qu'on avance dans la réflexion. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Qu'est-ce que l'enseignement t'apporte? Alors, je répondrai à la question juste après. J'ai une autre petit conseil peut-être à avoir, et c'est quelque chose qu'on m'avait donné déjà quand j'étais en TUT. On m'avait dit de toute façon, mathématiquement, la chose la plus importante dans votre vie d'ingénieur, c'est la règle de 3. Donc le produit en croix. Faites des produits en croix, c'est vraiment le truc que vous utiliserez partout dans votre vie de tous les jours, faire des proportionnalités, voilà. Et c'est vrai que je pense que d'avoir cette notion toujours d'essayer de comparer des choses avec des autres par une règle de 3, c'est pas une mauvaise chose aussi dans un raisonnement d'ingénieur, dans un raisonnement de prise de décision, dans un raisonnement peut-être de chef d'entreprise, de se dire je fais une règle de 3, si je veux comparer des patates et puis des carottes, et puis qu'est-ce que j'en tire de cette règle de 3 dans des ordres de grandeur qui sont intéressants. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer aussi là-dedans, et la règle de 3, bien qu'on l'apprenne à l'école et qu'on la maîtrise, je pense, tous dans la vie de tous les jours, je pense qu'on la maîtrise tous. On achète des tomates au supermarché, c'est 2 € le kilo. On achète 1,5 kg, on a fait une règle de 3 pour savoir le prix de ce qu'on a acheté, quoi. Enfin, c'est simple. Mais on l'utilise pas suffisamment peut-être pour faire des comparatifs entre différents éléments. Et je pense que ça peut être intéressant, ça peut donner une autre vision des choses. Et c'est peut-être une notion à cultiver aussi dans l'enseignement. Enseignement peut-être plus scientifique en fait. Là où moi j'ai fait génie mécanique, je pense que c'est une bonne notion qu'à leur transmettre. Ok. Donc là tu touches à quelque chose d'assez vaste qui est en fait le potentiel d'utilisation des concepts qu'on apprend. Oui, exactement. Et c'est peut-être ça aussi. C'est vrai que quand on apprend quelque chose d'un point de vue pédagogique dans un enseignement, on nous le présente sous un angle, appliqué à un problème, mais le plus dur en fait c'est de faire le parallèle pour l'appliquer dans d'autres problèmes. Finalement c'est de se dire, ok, j'ai cet outil là dans un coin de la tête, comment je l'utiliserai plus tard, c'est un autre problème. C'est peut-être ça en fait la grosse difficulté. C'est une bonne remarque. Mais... Parce que là, je t'amène sur une réflexion que j'ai en ce moment, c'est que le potentiel d'utilisation, pour arriver à sensibiliser, ça demande du temps. Et très souvent, nous, quand on veut enseigner, et encore plus dans des matières disciplinaires, on part bille en tête sur une vision définie de ce potentiel. On part pas du principe qu'il y en a d'autres, et on part pas non plus du principe qu'on doit sensibiliser les gamins à ce type d'utilisation. Donc, on va s'imaginer quelque part qu'on a un boulevard, mais qu'au final, la réalité, on est plus dans les sables mouvants, parfois sur des mers déchaînées ou autres. Et la question, ne penses-tu pas que lorsqu'on veut enseigner et qu'on veut faire un bel enseignement ou un bon enseignement, il faut avoir justement cette vision large, justement penser tout le potentiel d'utilisation possible de notre matière, et même
intégrer les étudiants dans cette collaboration, parce que souvent, toi, tu vas avoir une idée de ce que tu peux faire avec tel cours, avec telle matière, avec tel concept, et eux, ils vont peut-être pouvoir en apporter une autre vision. Je te dis ça parce que moi, dans mon enseignement, c'est quelque chose la conclusion à laquelle je suis arrivé, ça se co-construit. Je ne peux pas être le seul à apporter la matière. Parce qu'on est dans la démarche réflexive, on vient construire ensemble. Et c'est ce qu'on fait là, actuellement tous les deux. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu ne penses pas que le potentiel d'un outil, d'une matière, d'un concept, eh bien, est quelque chose qui demande du temps afin d'être identifié le plus précisément possible. Pour reprendre ce que disait cette personne qui t'a donné ce point de vue-là, ce conseil, faire un état des lieux sur le potentiel d'utilisation d'une connaissance. Il semblerait que les 2 batteries de nos caméras nous aient lâché. On va dire que ça fait partie des aléas du direct. Si ce podcast inachevé vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Si cet épisode gagne 15 likes ou plus, je m'engage à faire un 2e épisode, cette fois complet, sans faute, avec Thibaut. Prenez soin de vous, à lundi prochain.